Merci d'être venus, nombreux, nombreuses, pour cette soirée. Cette soirée axée sur la Colombie. La Colombie, je me suis posé de questions ce matin, je me disais la Colombie. Quand on dit la Colombie, à quoi cela me fait penser? Et je me demande pour vous, quand on dit la Colombie, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qui vient à l'esprit quand on dit Colombie? Pas besoin de répondre, pensez-y une seconde. En tout cas, quand je me suis posé cette question, j'ai fait ce que beaucoup de gens font actuellement, j'ai googlé. J'ai googlé la Colombie aujourd'hui. Il y a eu des résultats, sans doute. Et je vous propose 4 de la première page de Google. Il y a un article qui disait « La Colombie, un miracle économique en Amérique du Sud ». Un autre disait « En Colombie, les guerrieros grisonnants des FARC négocient ». Le troisième, la Colombie a développé une troisième voie économique. Un autre qui a attiré mon attention disait « La Colombie et les FARC se donnent 6 mois pour parvenir à un accord de paix ». Je me suis dit, juste en une page, rien que du positif sur la Colombie. Et toute personne sensibilisée à la réalité colombienne serait d'accord avec moi que ce pays où l'on crie « Oh, gloire impérissable », où on a choisi pour aphorisme « liberté et ordre », ce grand pays est dans une phase cruciale de son histoire. Plusieurs analystes sont encouragés justement par le fait que les négociateurs se sont donnés jusqu'au 23 mars de cette année pour parvenir à un règlement définitif du conflit qui fait rage depuis un demi-siècle en Colombie. La conférence de ce soir s'inscrit dans cet élan d'espoir et d'optimisme. Elle abordera un aspect particulier, celui en lien avec les contributions des femmes dans le contexte du processus de paix en Colombie. Pourquoi les femmes? Bien sûr, on peut penser que nous sommes déjà dans la mouvance du 8 mars, la Journée internationale des femmes. Mais aussi, il a été démontré qu'en raison de leur rôle social dans de nombreux pays post-conflit, les femmes ont un impact important sur les efforts de la consolidation de la paix. Au cours de la dernière décennie, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix a reçu plus d'attention que jamais. Il est maintenant largement reconnu que l'omission d'inclure les femmes dans des initiatives de consolidation de la paix réduit massivement les chances de réussite et de succès. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez qu'en 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 1325 portant spécifiquement sur l'impact des conflits sur les femmes et les rôles importants de la femme ou des femmes dans la consolidation de la paix. Alors, ce soir, c'est une occasion en or pour nous d'entendre un témoignage vivant de cas concrets de cet effort des femmes dans un pays décimé par la guerre, mais qui s'avance tout doucement vers de nouveaux horizons. Et c'est Pax Christi qui vous a invité, en partenariat avec beaucoup d'autres organismes. Et pourquoi Pax Christi? Pax Christi Montréal s'est donné pour mission de veiller à ce que notre société d'un pays membre des Nations Unies et qui a ratifié la majorité des conventions et autres instruments internationaux relatifs aux droits humains, assume son rôle, que ce pays assume son rôle dans la lutte contre la violence et dans le développement d'une culture et d'une spiritualité de paix dans le monde, et ce, au plan local, national et même au plan international. Pax Christi Montréal se veut d'être une ou des antennes
d'où la terminologie des antennes de paix qui nous désigne aussi. Le rôle d'une antenne, comme vous le savez, est celui de capter une information et de la rediffuser. À l'écoute des cris de détresse des populations qui subissent menaces, exactions, persécutions et déplacements associés à des conflits régionaux et sous couleur des tensions interreligieuses, nous, à Pax Christi, aux antennes de paix, nous nous demandons avec bien d'autres organisations qui sont présentes d'ailleurs ici, comment exprimer notre compassion et notre solidarité devant tant de souffrances. Nous espérons qu'à travers l'échange de ce soir, nous réussirons à relayer les appels des populations colombiennes aux prises avec des situations de violence et d'injustice. Nous espérons faire mieux connaître les initiatives des artisans et les artisans de paix, symboliquement représentés ici ce soir par Rosa Emilia, Leila, Molly et tant d'autres militants et militantes dans la salle. Nos actions de militance sont essentielles au devenir de communautés humaines à travers le monde. Nous voulons aussi éveiller le sentiment de solidarité. Nous voulons conscientiser, nous voulons être conscientisés et conscientiser les autres à se solidariser. Et permettez-moi de remercier les organisations qui ont accepté de faire que cette soirée soit possible. Je vais nommer en premier lieu, et dans ma culture africaine, c'est toujours la première chose qu'il faut faire, de remercier la personne qui vous héberge. Alors nous sommes hébergés par les jésuites de la maison Bellarmin et nous sommes très reconnaissants. Et nous n'y sommes pas entrés juste comme ça, là. On n'a pas toqué la porte des jésuites, on est passé par le Centre Justice et Foi, que nous remercions pour ce partenariat et qui nous permet d'être dans un cadre moderne. Nous remercions aussi le Développement et Paix pour son appui dans ce projet. L'ACOSI, naturellement, le CEDAL, pourquoi pas, je vois la personne CEDAL d'ailleurs là. Le PASC, qui nous a aidé aussi à atteindre pas mal de personnes et à vulgariser, à communiquer aux autres la tenue de cet événement. L'entraide missionnaire, ici d'ailleurs représentée au panel, la Fédération des femmes du Québec et beaucoup d'autres personnes qui ont relayé le message. Alors sans plus tarder, je vais laisser la parole à Molly qui va nous diriger dans la soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ferdinand. Je pense que j'accepterai jamais de diriger ce groupe. Je connais quelques personnes, ça serait impossible. Mais ça me fait grand plaisir de passer la soirée avec vous et surtout avec nos deux conférencières. Pour clarifier, je ne suis pas conférencière ce soir, mais j'essaie de donner un coup de main à l'animation. Donc, je vais vous présenter un peu le déroulement qu'on a prévu pour la soirée. On va donner la parole d'abord à nos invités, que je vais présenter bientôt. Ensuite, on va avoir un petit échange entre elles avant de passer aux commentaires et questions pour qu'elles puissent creuser un peu le sujet ensemble, partager un peu des questions. J'aurai des questions à poser aussi. Et ensuite, on va prendre une petite pause pour vous donner le temps de prendre un café, un thé, bouger un peu. Et on reviendra pour des commentaires, des questions de la salle et à la fin, elles auront aussi un dernier mot à dire. On va tout terminer avant 9h30. Donc, j'espère que ça ferait votre affaire. Alors, on est vraiment chanceuses et chanceux pour certaines ce soir de recevoir une invitée de la Colombie, Rosa Emilia Salamanca González, qui est ici en tournée
au nom de son collectif en Colombie, que je veux lire pour ne pas manquer. Elle entreprend sa tournée au nom du collectif de réflexion et d'action en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité en Colombie. Elle est arrivée le 22 février et elle sera ici jusqu'au 10 mars. Elle a une formation en anthropologie, droits humains et politique publique et une connaissance approfondie des peuples autochtones et évidemment de toute la situation en Colombie, la construction de la paix. Elle fait partie aussi, elle est une des 4 membres du Conseil consultatif du Réseau mondial des femmes constructrices de la paix, dont le siège est à New York. Ferdinand a mentionné la résolution 1325 adoptée par l'ONU il y a 15 ans pour encourager les États à inclure les femmes dans les processus de résolution de conflits et de construction de la paix. Puis elle travaille là-dessus. Et comme il a mentionné, en 2015, son organisation a reçu le prix de la paix qui est décerné annuellement par l'organisation Pax Christi International. Avec nous ce soir aussi, on a une colombienne qui est aussi une Montréalaise, qui enseigne à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM, en sociologie. Elle est aussi membre de PASC. C'est Leila Celis. Et Leila a fait sa recherche justement sur la question de la paix en Colombie, la question foncière. Donc, elle va commencer avec un portrait, une mise à jour de la conjoncture actuelle, la situation. Et ensuite, on va passer à Rosa Emilia pour continuer sa présentation. Ça va? OK. Donc, je donne la parole à Leila. Donc, je vais remercier aussi les personnes qui ont fait possible, les organisations qui ont fait possible cette soirée, l'invitation qui m'ont a fait l'opportunité de partager avec vous quelques réflexions sur la Colombie. Je voudrais aussi dire que, pour clarifier, je ne vais pas parler de la conjoncture, au moins pas tout de suite. Peut-être qu'on pourra revenir dans la période des questions. Mais ce qu'on m'a demandé, c'est plutôt de faire un contexte, un portrait du conflit en Colombie. Et ma paisana ici, ma collègue, va parler plutôt de la réalité actuelle, la conjoncture en Colombie. On nous a demandé de faire une première intervention de 15-20 minutes, 20 minutes, peut-être 25, même si si on voit que vous n'êtes pas trop fatigué. Et pour parler, pour dresser un portrait de la situation en Colombie en 20 minutes, vous imaginez que c'est simplement impossible. Mais on a choisi en fait d'aller parler particulièrement de cet aspect du conflit en Colombie qui est lié à la négociation actuelle de paix, des négociations de paix entre les gouvernements et les FARC. Ce que je voudrais faire en fait, c'est dans cette présentation d'identifier les causes sociales du conflit armé qui est ce conflit qui a mené aux tables de négociation de La Habana, de la FARC et le gouvernement. Il faut dire que c'est quand même des négociations qui visent la démobilisation ou mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 70 ans. Donc, vous imaginez la complexité déjà de ces conflits, pourquoi on dit c'est impossible, même si on avait 3 sœurs, c'est un peu difficile de faire les contextes dans la complexité. Je ne vais pas essayer d'aller simplifier les choses à outrance, en fait, haute mesure, mais je pense, on discutait tantôt, le conflit en Colombie est complexe, mais en même temps, c'est très compréhensible. Ce n'est pas une guerre fratricide, c'est pas on se tue tous contre tous, rien de tout ça. Et l'idée, en fait, avec ma présentation, c'est un peu aider à identifier et positionner quelques acteurs de ces conflits. Et, comme je répète, les causes sociales.
En fait, la première chose à dire, c'est que pour comprendre les conflits en Colombie, il faut comprendre la question de la propriété terrienne. Les structures du conflit et les structures, ou a suivi les structures de l'accaparement des terres en Colombie. Je vais vous dire quelque chose qu'on s'est fait dire en permanence par les organisations sociales paysannes en Colombie, afrodescendantes et autochtones en Colombie. Et quand on parle de la guerre qui s'est intensifiée au cours des 30 dernières années, les gens disent en fait, c'est pas vrai que les déplacements forcés en Colombie soit dû à la guerre, que les gens soient déplacés parce qu'il y a une guerre en Colombie. Au contraire, la guerre est faite pour déplacer les paysans. Parce qu'en déplaçant les paysans de leur foyer, les grands propriétaires terriens et les transnationales s'approprient leur territoire. En fait, la guerre sert à déposséder les petits paysans, les afrodescendants et les autochtones en Colombie. Ils sont encore aujourd'hui 2016. Donc, c'est un peu cette idée de... à travers la guerre et à travers l'utilisation du pouvoir politique, on a assisté historiquement en Colombie à une dépossession des gens pauvres, des petits paysans, et à une concentration de la terre. C'est un processus qui est historique et progressif, dans le sens qu'au cours de l'histoire de la Colombie, de la colonisation à aujourd'hui, les mécanismes opèrent de la même façon. Une petite élite de plus en plus restreinte qui a des quantités de terres de plus en plus importantes et une masse de plus en plus grande de paysans et des minifundistes ou des petites paysans qui ont des petites propriétés de terre, cette masse de paysans qui est de plus en plus importante et qui ont de moins en moins de terres. Et donc, même pour ceux qui ont un petit peu de terre, c'est des terres qui ne sont pas suffisantes pour parvenir à leurs besoins. Donc, c'est ça, autour de cet écart social, autour de cette injustice sociale, autour de la terre, on peut identifier la genèse ou l'histoire du conflit en Colombie. Ce que je vais vous proposer, c'est faire un résumé de cette histoire en 10 minutes, en 12 minutes, pour deux raisons. Parce que, premièrement, cette histoire nous permet de comprendre comment les conflits sociaux autour de les contrôles de la terre ce conflit social est devenu un conflit armé, premièrement. Et deuxièmement, parce que l'objectif, encore une fois, et c'est la troisième fois que je le répète, mais ça vaut la peine, c'est que l'objectif de ma présentation dans son ensemble, ça va être de montrer les liens entre les conflits sociaux et les conflits armés. Pour comprendre ensuite pourquoi, dans la présentation que nous aurons sûrement la discussion avec vous, pourquoi la société civile est impliquée et engagée dans la recherche d'une solution politique et négociée au conflit armé en Colombie aujourd'hui. Donc, j'ai dit un parcours historique très rapide, mais vous savez, les structures de cette propriété terrienne, j'apprends rien en disant qu'il est commencé avec les processus de colonisation européenne, espagnole en Colombie. Autour de ce processus, dans cette période coloniale, les structures de la propriété en Colombie a été axée sur ce qu'on a appelé, partout en Amérique latine d'ailleurs, l'hacienda. L'hacienda, c'est des grandes fermes qui étaient déléguées à des colonisateurs par la couronne espagnole et à l'Église aussi, bien sûr. Et dans ces haciendas, on concentrait la population. Les autochtones au départ, parce qu'il fallait les civiliser, bien sûr, et parce qu'il fallait qu'ils soient capables de fournir les diezmos ou une contribution en fait qui a changé le nom d'un pays à l'autre et d'un moment à l'autre, qu'il fallait contribuer à la couronne espagnole. Donc, en concentrant la population, on s'assurait de contrôler la population. C'était le processus en général qui est émergé tout au long de cette période coloniale. À la sortie de la colonie, les structures de la propriété et de la concentration de la propriété étaient donc très marquées par l'hacienda. Et l'hacienda en Colombie, comme ailleurs aussi en Amérique latine, s'est concentrée dans les régions les plus hautes, la terre haute en Colombie.
Colombie. Les terres qui étaient les plus froides, qui étaient aussi les terres qui avaient moins de problèmes de salubrité. Donc, la Colombie a eu son indépendance en 1810, 1820, une indépendance définitive. Et à la sortie de cette période, en 1820, même en 1850, la population de la Colombie était concentrée sur un territoire, occupait un territoire de moins de 25% du territoire colombien. Donc, je veux dire que plus de 75% du territoire de la Colombie en 1850 était ce qu'on appelle los baldíos, ou des terres vierges non cultivées qui étaient habitées principalement par des autochtones sur une base semi-nomade. Les autochtones qui avaient une agriculture, qui avaient développé une agriculture, étaient sur les régions où les haciendas s'étaient concentrées. Donc, et on a, à la sortie de la période coloniale, beaucoup de terres vides et une bourgeoisie, une oligarchie nationale descendante des Espagnols qui cherche à s'ouvrir au marché avec les réformes libérales qui ont été implémentées à partir des années 1850. Et pour s'ouvrir au marché international, il fallait aller au-delà des terres des hautes terres, en fait, aller à des terres où on pouvait cultiver plus facilement les cotons, les cafés, les bananes, etc. Donc là, le processus de colonisation de ces terres, ce qu'on appelle la colonisation ou l'ouverture de la frontière agraire en Colombie, a commencé à ce moment. C'est un processus, la colonisation, c'est un processus qui a été de façon régulière, permanente, constante et systématiquement encouragé par les différents gouvernements de la Colombie. Et donc la population pauvre, les paysans sans terre qui étaient concentrés dans ces régions où avait fonctionné l'hacienda et continuait à fonctionner l'hacienda, ont commencé ces paysans à s'en aller et à coloniser parce que les gouvernements promettaient la possibilité d'obtenir des titres de propriété terrienne si les gens allaient civiliser la terre, cultiver la terre. Donc, si j'étais capable de civiliser 5 hectares, le gouvernement me donnait les titres de propriété pour les 5 hectares, plus 5 autres. Donc, les gens ont commencé à s'en aller. Vous voyez, c'est un processus qui a commencé systématiquement à partir des années 1847, qui s'est intensifié à la fin du 19e siècle et qui ne s'est pas arrêté encore aujourd'hui. On a des fronts de colonisation encore aujourd'hui en Colombie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces premiers processus que je viens de décrire en fait dans des lignes très, très générales nous permet de penser à un processus de démocratisation de la propriété. On s'entend, les gens peuvent avoir la propriété sur la terre qu'ils sont capables de produire. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment cette structure de la grande propriété dont on parlait cause du conflit est émergée et apparue en Colombie? C'est qu'en arrière des petits paysans, des paysans pauvres qui travaillaient la terre, venaient les grands propriétaires terriens, les gens qui avaient déjà des haciendas, qui avaient du pouvoir politique et des capacités économiques, et demandaient la propriété, les titres de propriété, mais pas des 5 hectares que les paysans avaient cultivés et des 10 que le gouvernement pouvait lui donner. Ils demandaient la propriété des 1000, 2000 et 3000 hectares de terre. Et ces 1000, 2000 et 3000 hectares de terre contenaient 1000, 2000, 3000 et plus parcelles des paysans, des petits paysans qui étaient déjà cultivés. Donc, il était capable d'obtenir les titres que les paysans ne pouvaient pas obtenir. Parce que il y avait besoin d'avoir des ressources économiques pour faire créditer, obtenir les titres, parce qu'on avait besoin d'influence politique pour obtenir ces titres, etc. Tout ça, les paysans ne l'avaient pas, mais les grands propriétaires, ils l'avaient. Donc, on a commencé, en fait, je répète, c'est un processus qui est récurrent en Colombie. Par ce processus de colonisation, les paysans ouvrent la frontière, civilisent la terre, si on veut. Les grands propriétaires s'approprient de ces terres, et donc s'appropriant de ces terres, s'approprient des terres publiques de l'État, des terres des paysans afrodescendantes et autochtones. Ils s'approprient aussi de leur travail parce que les paysans ont travaillé con las uñas, comme on dit, je ne sais pas, avec les ongles, oui, merci, pour rendre cultivables ces montagnes, ces forêts. Et ce travail a été volé aussi par les grands propriétaires terriens. Donc,
qu'est-ce qui arrive? C'est que les paysans, depuis les années 1920-1930, commencent à réclamer au gouvernement, vous nous avez promis des titres de propriété, on a cultivé la terre, les grands propriétaires nous l'ont volé, mais pas seulement nous l'ont volé, ils nous offrent où on s'en va, où on devient des locataires, des métayers qui travaillent pour les grands propriétaires. Okay? Les paysans étaient furieux. Et ils ont essayé de faire des occupations des terres de ces grands propriétaires. Ils ont été très réprimés. On a eu une période en Colombie qui a commencé en 1946-48, ça dépend des historiens, qu'on appelle la violencia. Là, c'est pas la violence, c'est la violence. La violencia en majuscule, c'est une période qui a été marquée par une grande dose de violence, comme le nom l'indique, et au cours desquelles toutes les organisations qui avaient émergé dans les organisations sociales, populaires, du secteur agraire qui avait émergé dans les années 1920-1930 ont été disparues, arrasées par la violence. Ça va. Donc, la violencia, pour donner quelques chiffres, a laissé en 1945, 48, jusqu'à 57, 58, a laissé plus de 2 millions de paysans déplacés. A laissé, en fait, ces paysans déplacés ont perdu aussi leur terre, leur culture, etc. Et je disais, a fini avec les formes organisatives qui émergeaient de cette population, etc. Et a servi à urbaniser les pays. Hein. C'est la première grande vague d'urbanisation. Les paysans devaient fuir la terre pour la campagne pour sauvegarder la vie. Et les paysans fuyaient encore et encore et allaient ouvrir de nouvelles régions de colonisation, hein, la frontière agraire qu'on appelle en Colombie. Parmi ces paysans qui fuyaient, certains ont commencé à prendre les armes pour défendre leur famille. Il faut penser à des paysans qui fuient, mais qui arrivent en région, il n'y a rien qui garantisse leur sécurité, donc ils prennent des armes, mais c'est vraiment autodéfense. Il n'y a pas aucune intention encore de on veut prendre le pouvoir, on veut un type X de société, rien de ça. C'est ce qu'on a appelé à l'époque les guérillas libérales. Et ces guérillas libérales sont, avec le temps, devenues les guérillas des FARC. Avec l'influence du Parti communiste, les guérillas libérales, les paysans qui s'organisaient en autodéfense pour défendre les enfants, etc., ben, sont devenus la FARC aujourd'hui. Cette même guérilla qu'on dit est la guérilla la plus ancienne du continent, mais pas seulement du continent, c'est une des guérillas les plus anciennes du monde entier. Hein. Une guérilla d'orientation marxiste. On fera la discussion par la suite. Je veux dire, pour situer les acteurs, j'avais dit qu'on allait quand même essayer de situer les acteurs. Donc la guérilla des FARC est née en 1964. La même année est née la guérilla du ELN, Armée de Libération Nationale, FARC, vous savez, Force armée révolutionnaire de la Colombie. Et la FARC est une guérilla qui est caractérisée comme étant une guérilla principalement paysan. C'est une guérilla dont la revendication, ou une des revendications principales, c'est la réforme agraire et la redistribution de la terre, hein. Même la collectivisation de la terre pour les paysans. La même année, j'ai dit, émerge l'ELN, qui est une guérilla de gauche aussi, marxiste, mais qui est plutôt caractérisée comme une guérilla étudiante, en fait, avec une grande influence et participation du milieu étudiant intellectuel en Colombie, qui est plutôt... En fait, on discutera après des caractéristiques des différents acteurs armés en Colombie, si vous voulez, mais peut-être ajouter que l'ELN a eu aussi beaucoup d'influence du secteur chrétien. C'est la théologie de la libération et Camilo Torres Restrepo, dont en Colombie on vient de commémorer l'anniversaire il est mort en combat et c'était encore aujourd'hui quelque chose qui est souligné en Colombie. Et les commandants du ELN jusqu'à peut-être 2010 environ, c'était un prêtre espagnol aussi, donc qui a été commandant du ELN jusqu'à sa mort, etc. Mais il y a eu aussi des guérillas autochtones en Colombie.
les Kintin Lame, c'est la guérilla autochtone par excellence qui a eu sa région d'action dans le sud du pays, dans le Cauca principalement, où les autochtones sont encore une population, en fait, où il y a une grande présence de populations autochtones dans le pays. La Colombie est 4,5% de population autochtone actuellement. On a eu aussi des guérillas afrodescendantes en Colombie. Les Mencos Biojo, c'était une guérilla afrodescendante. Elle a existé jusqu'aux années 88, 86. La date exacte m'échappe. Les deux guérillas se sont démobilisés, les Kintin Lame et les Mencos Biojo, avec la négociation, un autre processus de négociation et de paix qu'il y a eu avec le gouvernement de Virgilio Barco et qui a fini en fait qui a été signé avec Gaviria, César Gaviria. On peut nommer d'autres, on n'a pas le temps, mais il y a eu des guérillas, les PLE, il existe encore aujourd'hui des petites reductos, des petits groupes du PLE. Il y a eu des guérillas nationalistes plutôt que marxistes, c'était les M19, un groupe de guérillas qui était très populaire et qui c'était en fait la seule guérilla urbaine qui a connu la Colombie. Mais donc, on parle des acteurs armés et c'est un peu ces différents acteurs guérillas de gauche et, qui opposent le gouvernement la force armée de l'État de droite. Ça a été l'histoire des années de la violence dont je parlais tantôt jusqu'à aujourd'hui. À côté de ces différents acteurs armés, on a vu depuis les années 1980 la complexification, si on veut, d'un autre acteur qui est venu en fait brouiller un peu les cartes, qui a facilité de brouiller les cartes du conflit en Colombie. Et vous le savez, c'est le narcotrafic. Donc, le narcotrafic, à partir des années 1980, commence à agir comme un acteur. En fait, c'est pas qu'il apparaît dans les années 80, mais il devient un acteur qui a une grande présence au plan social, politique et militaire dans le pays à partir de ces moments. C'est nécessaire de comprendre les différentes alliances qui se sont tissées entre les narcotrafiquants et les grands propriétaires terriens et les militaires et paramilitaires de droite qui étaient appuyés par l'État et les forces armées. Il y a eu des différentes études, la Procuraduría, c'est comme l'Ombudsman, le ministère public, merci. Il y a eu tous ces différents rapports qui ne viennent pas seulement des organisations sociales et des défenseurs des droits humains, mais de l'État même, qui démontrent comment il y a une alliance entre narcotrafic, paramilitaires et forces armées de l'État et qui a vraiment donné une ampleur énorme à l'escalade des violences que la Colombie a connue, surtout au cours des années 90. Le fait qu'il y ait du narcotrafic dans le conflit n'efface pas les raisons sociales du conflit dont on a parlé. Le narcotrafic s'est approprié les structures du conflit qui existaient déjà, qui opposaient des acteurs, je dis de droite et de gauche. Ce n'est pas pour simplifier à outrance, mais il y a des gens qui s'opposent au pouvoir, il y a des gens qui veulent rentrer au pouvoir et conserver l'histoire du quo. On peut, à partir de cette distinction, lire un peu les conflits. Après, il faut nécessairement dire que ce n'est pas seulement ça, mais les narcotrafics, la revendication principale de tous ces attentats dont on parle encore, et encore Pablo Escobar, los Pepes et tout ça, c'était lié au fait qu'ils voulaient simplement rentrer dans la classe dominante en Colombie, faire légaliser les acquis du narcotrafic et du paramilitarisme et être admis dans la classe, dans l'élite colombienne. Les discours de « nous sommes narcotrafiquants, nous sommes exportateurs de coca et nous voulons, comme industriels et exportateurs, être reconnus que la richesse, la fluidité économique qu'on apporte à la Colombie nous permet de rentrer dans les lieux de pouvoir ». C'est le même discours que les groupes paramilitaires des Autodefensas Unidas de Colombie, les paramilitaires d'extrême droite ont restructuré dans les années 90 et qui ont permis la démobilisation avec amnistie pour des crimes contre l'humanité qui ont été commis par les narcotrafics et les paramilitaires d'extrême droite.
Je veux dire, dans les 2 minutes qui me restent, que face à ces conflits, donc un conflit qui a des raisons sociales, mais qui a des expressions militaires, mais qui a aussi des expressions d'inconformité, de contestation par la société non armée, on dit la société civile. Ces conflits n'est pas seulement droite et gauche, il y a d'autres acteurs, mais les conflits politiques peuvent se lire encore en Colombie. Et l'intérêt de cette présentation, j'espère, c'était de dire que aujourd'hui, pour les organisations sociales, une des priorités des organisations sociales, des mouvements sociaux en Colombie, face à ces conflits et à ces négociations de paix qui ont lieu actuellement, c'est de dire n'importe quel type de négociation qui veut aboutir à long terme ou à moyen terme dans un processus de paix doit prendre en compte la société non armée, la société civile, les organisations sociales. Pourquoi? Parce qu'il faut les rappeler, il y a différentes interprétations de ce qui peut être la paix. La paix peut être simplement la démobilisation des groupes, et on va la répéter encore et encore une fois, l'expérience de la Colombie est très riche en processus de démobilisation des acteurs armés de droite et de gauche. Mais si on veut construire un processus de paix qui soit durable, il faut s'attaquer aux causes sociales du conflit. Il faut s'attaquer aux causes sociales du conflit, et j'ai commencé cette présentation en disant un des facteurs structurants du conflit, c'est la propriété de la terre. Donc il faut s'attaquer à comprendre et à décider quel type de société, comment la terre va être distribuée et pas seulement légalisée, etc. Et c'est en fait une des revendications centrales des mouvements sociaux dont la Cumbre Agraria, la Minga en Colombie, des organisations avec lesquelles les PASC, des organisation qui a convoqué à cette soirée, en fait, qui a appuyé l'invitation à cette soirée, fait partie. Donc, les PASC, le projet d'accompagnement Solidarité Colombie, c'est une organisation basée à Montréal qui fait l'accompagnement depuis 12-13 ans, même plus, avec des communautés paysannes afrodescendantes, autochtones et sociales en Colombie en général, et appuie les demandes de ces différentes organisations pour faire entendre, pas seulement dans ces processus de négociation, ne pas seulement la voix des acteurs armés, mais aussi de cette population qui a dû endurer le conflit pour plus de 70 ans. Je pense que je vais laisser là et on viendra après avec la discussion sur la négociation et comment ça se passe actuellement. Merci. Merci beaucoup. On va revenir à la discussion. C'était vraiment impressionnant de mettre tout ça dans un court temps. Alors, on va continuer avec Rosa Emilia. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a hablar en español porque no sé hablar francés bien, básicamente, y porque me parece mucho mejor hablar en español que hablar en inglés o en otro idioma para honrar a las personas que están acá. Me parece importante agradecer y de verdad quiero hacerlo a todas las personas que hicieron posible este evento, a todas las personas y organizaciones que están detrás de la posibilidad de discutir y de conocer y de profundizar sobre el tema de paz. Y quiero nombrar Antenas de Paz, al Centro Justicia y Paz, a quien agradecemos muchísimo el poder estar acá, a CEDAL, a Desarrollo y Paz, también al colectivo de organizaciones de misioneras en Quebec, yo no sé si está bien dicho, a la Federación de Mujeres de Quebec, a el Comité de Solidaridad con Colombia y que está aquí en Quebec, y a todos los hombres y mujeres que de alguna manera han tenido que salir de Colombia por algún tipo de amenaza o por alguna situación que han vivido que demuestra cómo es nuestro país.
A ellos y a ellas las quiero saludar especialmente. Y también quiero hacer un saludo muy particular a una persona que está aquí y que ha apoyado este viaje y esta ruta de una manera muy hermosa, que es Giselle Turcot, que está aquí, y a Ferdinand, que es la persona que ha estado animando todo este proceso. Diciendo esto, yo también tengo que moverme, digamos, en mis minutos, si no la moderadora se va a enojar, pero quisiera decir lo siguiente. Lo primero es agradecer a Leila por su muy buena contextualización. Muchísimas gracias. Y yo sí creo que esa contextualización sirve para decir que después de años y años de conflictos que cambian de momento, que cambian de intensidad, que cambian de lugar, que cambian a veces hasta de actores, Colombia ha vivido una situación de conflicto armado interno de muchísimos años. Hoy hablamos de los últimos 60 años, pero realmente creo que el siglo pasado y lo que conocemos de este siglo ha sido un conflicto permanente. Momentos de muchísima dificultad, momentos donde se baja un poco, y hemos tenido muchísimos procesos de paz. Tal y como decía Leila, antes del 91, en la década de los 80 y terminando la década de los 80, tuvimos una serie de acuerdos de paz con la mayoría de las guerrillas que Leila nombró, que culminó en una Asamblea Nacional Constituyente que permitió hacer una constitución, que es una constitución bastante interesante y que tuvo una participación muy buena. Sin embargo, en los temas de post-negociación han siempre ocurrido situaciones muy difíciles. Los líderes de las negociaciones generalmente han muerto. Los líderes de las distintas guerrillas que han negociado en Colombia, las cabezas visibles, generalmente mueren. Y son asesinados en razón a que la intolerancia para la diferencia y para la posibilidad de tener discusiones políticas diversas en Colombia es muy restringida. No solamente por los temas de propiedad de la tierra, que sin duda son uno de los ejes estructurantes del conflicto, sino porque definitivamente la oposición es algo que en Colombia es muy difícil de hacer. Esto significa que se ha llegado a esta actual negociación con muchísima desconfianza, con mucha dificultad y con una situación previa de una negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, que es el nombre que se determinó o se dio a sí misma esta configuración paramilitar que se dio con mucha fuerza durante la década de los 90 y el 2000. Esto es importante decirlo porque en Justicia y Paz, que se llama el proceso con los paramilitares, hubo muchas dudas sobre ese proceso, porque el nombre paramilitar es utilizado en Colombia como un ejército que era paralelo y servía a los intereses básicamente del Estado y que muchas veces fue agenciado, apoyado por las Fuerzas Armadas y de Policía del mismo Estado. Por eso es que recibe el nombre paramilitar en este caso. Y aquí hubo problemas difíciles porque cuando se llegó al tema de justicia y paz, pues el tema de justicia transicional se manejó de una manera muy compleja para que los miembros de las autodefensas pudieran tener una libertad pronta, y
fuera, digamos, como una legitimación de este proceso. Difícilmente se logró la verdad, pero sí marcó muchísimo el tema de justicia transicional. Entonces, en el actual proceso, cuando se llega a empezar a hablar de una negociación, parte de un escepticismo general de la población. Hemos tenido un montón de procesos de paz, la situación no ha cambiado. Hemos tenido un último proceso de paz, que es el de las autodefensas, que políticamente fue manejado a beneficio de que estas personas fueran, digamos, no tuvieran unas condiciones lo suficientemente digamos, discutidas y profundas en materia de justicia. Entonces, eso pone un escenario muy escéptico a las actuales negociaciones. Sin embargo, las actuales negociaciones llegan en un momento interesante. Colombia es un país de paradigmas y de contradicciones. El ministro de Defensa del anterior presidente, quien combate a las FARC con mucha fuerza, es el actual presidente de Colombia. En el momento anterior, en Colombia no había conflicto, no se reconocía el conflicto y estaba, digamos, una política muy orientada en el tema antiterrorista. Había una política antiterrorista, pero en el momento en que el presidente Santos sube al gobierno, algo extraño pasa que todavía a la gente no lo lograba entender desde un comienzo, y es que reconoce el conflicto armado interno en el país y en un segundo momento reconoce que el país tiene víctimas. Y esos dos hechos son claves para el proceso de negociación actual. Reconoce además y se logra una ley que es la Ley de Restitución de Tierras y de Reparación de Víctimas, que es una ley que de una u otra manera plantea una respuesta en términos de lo que planteaba Leila hace un momento, que es el desplazamiento forzado y toda la guerra que se asentó en sacar a la gente de terrenos muy productivos para poder afianzar cultivos importantes y empresariales en estas zonas. El proceso de paz en Colombia entonces tiene 5 puntos, que son los 5 puntos que se discuten actualmente en La Habana. El primero es participación política. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque se requieren garantías para que opositores y la gente en general pueda participar políticamente sin que la mate. Así de sencillo. Sí, yo les contaba ayer un ejemplo de cómo se terminó con un partido político que era la Unión Patriótica y de la cual no queda ninguno de sus miembros porque murieron 3.500 personas que fueron asesinadas por ser parte de este partido político de izquierda. El segundo punto son reformas al tema de tierras. Y allí hay una discusión en este segundo punto sobre el tema agrario, que es tan importante. El tercer punto, que es clave y es la primera vez que se toma en consideración en un proceso de negociación, son cultivos ilícitos. Y son cultivos ilícitos porque las FARC en su último periodo se financió con cultivos ilícitos para poder financiar la guerra. Paramilitares, aquí se empiezan a unir conflictos muy complejos como el del narcotráfico y empieza a haber una conjunción y complejidad en términos de lo que significaba el narcotráfico, que luego empieza a ser motor también de la guerra. Y es importante decir, y es un primer punto, que un elemento que casi nunca se menciona, pero que también fue motor y financiador de esta guerra, fue la trata de personas. Y la trata de personas que afectó fundamentalmente a jóvenes y mujeres que fueron
digamos, víctimas, que es el correlato del narcotráfico en Colombia y que ha sido una de las afectaciones más fuertes que ha tenido todos estos procesos, digamos, en las mujeres. El cuarto punto es el punto de justicia, verdad, y en Colombia no se habla de reconciliación, en Colombia se habla de convivencia. El acuerdo dice verdad, justicia y convivencia. A ver si logramos convivir. Porque la reconciliación tomará un tiempito, irá un poquito más despacio. Y el último punto, que es fin del conflicto armado. Esto para decirles cuáles son los 5 puntos más importantes y la participación de la sociedad civil ha sido una participación muy particular. El proceso se hace en La Habana, porque si este proceso se hiciera en Colombia, no hubiera durado 2 días. Por la polarización tan severa que tiene el país, los medios de comunicación, la izquierda, la derecha, el centro, todo el mundo se hubiera opuesto al proceso de paz. Muy inteligentemente el proceso se hace en La Habana, y son 4 países amigos los que acompañan a Colombia. Son Cuba y Venezuela, Noruega y Chile, en un balance muy interesante donde Cuba y Venezuela podían hablar y podían, digamos, ser acompañantes de las FARC, mientras que Noruega y Chile podían tener otra. Entonces fue un balance interesante, siendo el país más facilitador Noruega, porque en Colombia no existe el país mediador. Son paneles que no tienen mediación, sino facilitación. Aquí entonces empieza ese proceso de negociación. Es una sorpresa para el país. En general hay una época de absoluta discreción hasta que llegan a los 5 puntos y luego aparecen las negociaciones en La Habana. El primer día que aparecen las negociaciones en La Habana, aparece en una revista muy importante que hay en Colombia una foto grandotota que les contaba ayer y que dice los hombres de la paz. Y entonces uno se queda así como sorprendido y dice, ¿cómo así que los hombres de la paz? Siendo bastante honrados, el conflicto ha sido, además de un conflicto con todo lo que ha tenido, ha sido un conflicto tremendamente patriarcal y un conflicto digamos, dentro de las discriminaciones y dentro de la cultura patriarcal, la máxima expresión o una de las máximas expresiones es la guerra. Y allí aparecía el panel de negociación colombiano donde aparecían los hombres de la paz. Las mujeres de la paz nos pusimos muy bravas porque decíamos, esto no es posible. Las mujeres han estado soportando estos conflictos en muchas regiones que han sido muy severos en muchos lugares. Y yo no voy a decir que muchas mujeres no han participado directamente en el conflicto y que son combatientes o que han sido excombatientes. Eso no sería verdad. Sí, hay muchas mujeres que han sido combatientes y excombatientes, pero también hay muchas mujeres que han resistido y soportado una cantidad de situaciones muy difíciles, construyendo y reconstruyendo el tejido social en las regiones y tratando de ser voceras de propuestas de paz. Muchas de las excombatientes de los otros grupos armados hoy en día son increíbles activistas de paz, pero increíbles activistas de paz. Por eso las mujeres nos pusimos muy bravas, hicimos un encuentro donde estuvimos más o menos unas 500 mujeres a nivel del país, uniendo las distintas plataformas, y le dijimos al gobierno que era un poco inaudito que en el panel de negociación no hubiera una sola mujer que pudiera ver las cosas desde otra perspectiva. Y se logró que nombraran 2 mujeres. Una primera discusión fue, ¿pero por qué no son mujeres de la sociedad civil? Porque era un panel del gobierno. Quienes están negociando en La Habana son el gobierno y las FARC.
no más, no son más actores, es una élite la que está discutiendo allí. Pero logramos que eran dos mujeres del gobierno colombiano. Una, Nigeria Rentería, que es una mujer afro, chocuana, y que en ese momento era la alta consejera para los temas de mujer en el gobierno de Santos, y la otra es María Paulina Rivero, que es la encargada de los temas de derechos humanos a nivel del mismo gobierno. Esto tuvo un impacto muy interesante en el panel de discusión de las FARC, donde empezaron a aparecer también mujeres que empezaron a hablar. Además hay un hecho interesante, y es que yo no sé si ustedes saben que en las FARC hay una mujer que es holandesa y se llama Tania. Y Tania ha sido una de las mujeres que ha facilitado, digamos, esta discusión sobre el tema de género. Entonces, el segundo elemento es que por primera vez un panel tiene mujeres oficialmente como negociadoras, y el segundo paso que se da es que logramos que haya una subcomisión de género. Esto es bien importante porque logramos que esta subcomisión de género pudiera establecer una ruta de participación de las organizaciones de mujeres que pudiera discutir directamente en el tema de los acuerdos. Consolidamos un espacio de mujeres que se llama la Cumbre de Mujeres y Paz. Es como yo no sé cómo se traducirá eso en francés, la Cumbre de Mujeres y Paz. Bueno, pero su merced sí sabe. Pero lo interesante es que se unieron allí 9 plataformas de mujeres, donde estaban mujeres afro, mujeres indígenas. Voy a decir los nombres porque me parece muy importante honrar a todas las organizaciones de mujeres que están ahí. Está la Red Nacional de Mujeres, está la Ruta Pacífica de las Mujeres, está la Casa de la Mujer, está el Colectivo de Pensamiento de Acción Mujer, Paz y Seguridad, está la Conferencia Nacional de Comunidades Afrocolombianas, está ANMUSIC, que es una organización de mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, está la coalición de la resolución 1325, está, que me olvidaron las más, me falta una. Bueno, ya me acordaría. Y Iniciativa de Mujeres por la Paz. Y las nombro todos porque es muy importante, porque estas organizaciones que tienen un trabajo regional y nacional se unieron para poder incidir. Hace 3 años hemos trabajado de manera paralela a las negociaciones de La Habana. Hemos logrado que vayan y presenten documentos frente a los acuerdos 28 organizaciones de mujeres, organizaciones locales, organizaciones nacionales, organizaciones sectoriales. Y nunca, como antes en ningún proceso, ha habido una voz de las mujeres tan insistente como en este. Yo creo que hemos aprendido mucho. Claro, cuando uno tiene 10 procesos de paz va aprendiendo. Entonces, en este no queremos que pase lo mismo que ha pasado en los otros. Ha habido un trabajo muy interesante de revisión de cada uno de los acuerdos. Yo no sé si ustedes conocen los acuerdos y me atrevería a preguntarle a los colombianos y a las colombianas que están aquí sentadas si conocen el contenido de los acuerdos de paz. Si no los conocen, les sugiero que se los lean, porque es muy interesante. Y es muy interesante porque además nosotros vamos a tener que decir algo en relación a esos acuerdos. Vamos a tener que votar. Va a haber una refrendación sobre los acuerdos, y si no tenemos idea de lo que dicen los acuerdos, vamos a tener un lío bastante severo. Porque vamos, como en muchos casos en Colombia, a oír lo que dicen de los acuerdos y no a saber qué es lo que dicen los acuerdos. Y es muy importante ahí tener una opinión propia. Pero yo creo que lo interesante
ha sido que hemos podido como mujeres poner una mirada desde la perspectiva de las mujeres campesinas, desde las perspectivas de las mujeres víctimas, desde la perspectiva de qué ha implicado el narcotráfico para el país, desde la perspectiva de la desmovilización, una mirada desde las mujeres para que esos acuerdos tengan un enfoque diferencial. ¿Cómo los acuerdos van a afectar a las mujeres indígenas? ¿Cómo van a afectar a las mujeres afro? Porque Colombia no es un país igualítico, es un país tremendamente diverso. Entonces esto ha significado un estudio y una formación bastante fuerte en la que llevamos 3 años. 3 años reuniéndonos para saber qué documento discutimos tal. Tan así que las mujeres decimos, nosotros no estamos hablando de mujeres entre mujeres, nosotros estamos hablando de mujeres para el país. Y además, en un término que usamos con mucha fuerza y es, nosotras no queremos ser pactadas, nosotros queremos ser pactantes. Desde ahí, yo creo que hemos encontrado cosas muy importantes. Por ejemplo, en el tema de tierras. Las mujeres víctimas que han sido en gran número desplazadas, porque no sé si todos y todas saben que Colombia hasta el momento tiene en su registro oficial gubernamental 7,5 millones de víctimas en una población de 47 millones de personas. Esos 7,5 millones de víctimas, que son un porcentaje altísimo de población interna, muchas de ellas son mujeres que perdieron su tierra y que fueron desplazadas de manera brutal a las ciudades o a otros lugares. Cuando las mujeres quieren reclamar su tierra, tienen un problema muy severo y es que no aparecen como propietarias. Porque de manera general las mujeres no aparecían en los registros de escritura porque era el marido el que aparecía propietario. Con todo el revuelto que hay, probar que esa mujer fue la propietaria es un poco complejo, en razón a que su esposo puede estar muerto, o su esposo desplazado consiguió una nueva compañera y entonces quiere compartir la tierra con la nueva compañera y se le olvida que la compañera anterior era la que estaba ahí. Eso es un tema muy complejo en el cual estamos trabajando. Pero además, a la mujer que su marido murió, muchas veces los familiares del propio marido no le quieren reconocer la tierra porque es una tierra que les puede quedar nuevamente para ellos. Entonces, ahí hay unas situaciones difíciles que se está tratando de trabajar con mucho detalle. Otro es el tema de las excombatientes. Las FARC, a diferencia de otros procesos de negociación, plantea una manera de reincorporación, pero no de desmovilización. Y esto es clave en el caso de las FARC, porque ellos se vuelven a la vida civil como grupo, no como individuos. Como grupo, ellos entran a la sociedad como un partido político. Vamos a ver cómo va a ser todo ese tránsito, todavía no lo tenemos tan claro, pero se reincorporan, por supuesto, de manera desarmada, pero lo que ha vivido muchas mujeres excombatientes es que al día siguiente que son reincorporadas, su vida vuelve a ser la misma de todos los días, es decir, a la cocina, a lavar los platos, a no tener opciones más que las de la vida cotidiana. Y las mujeres de las FARC dicen es que nosotras no queremos eso. Entonces hay un desafío muy alto frente a las mujeres en este momento de las FARC que dicen nosotras no queremos volver al rol de género porque es muy particular que muchas mujeres se han ido a la guerra en razón a un desafío a los roles de género. Eso es difícil de entenderlo, pero muchas de ellas dicen
Yo desafié el rol de género y por eso me fui a la guerra, porque yo consideraba que eso era desafiante en género. Pero claro, eso también implica una serie de cosas muy complejas al retornar a la sociedad. Cuando empezamos la charla, Ferdinand decía algo que a mí me parece muy importante. Colombia es el milagro económico de América Latina. Era hasta hace como unos 2 años que ha empezado a bajar la economía de una manera brutal. Yo creo que es muy importante diferenciar lo que significa la marca a lo que significa el interior del producto. Colombia es un país que es conocido como un país moderno, es conocido como la democracia de América Latina, pero es poco conocido la tragedia interna. Uno de los desafíos que vamos a tener, y ahí para ir cerrando esta primera intervención, quisiera decir, las mujeres han jugado un papel fundamental en la recuperación de la memoria histórica de Colombia. Las mujeres guardamos la memoria de ese país y las mujeres no queremos que esa memoria se pierda. Un país que vive de la marca es un país condenado a no conocer su propia historia. Y por eso, un ejercicio muy interesante de la Ruta Pacífica de las Mujeres fue la recuperación de la historia desde la memoria de las mujeres que han sido víctimas de la guerra. Y eso es una cosa impresionante, lo que ha significado la historia y la memoria a través de las mujeres y lo que está significando que la verdad y el manejo de la verdad pueda ser en algún momento dado una condición para que ese país pueda salir de donde está en este momento. Colombia atraviesa por una situación muy difícil. Colombia puede ser un país de leyes, pero es un país que necesita fortalecer su Estado, necesita un cambio profundo en su concepción de seguridad, necesita un cuestionamiento muy profundo a su cultura, que ha sido el producto de años y años de exclusión, de discriminación y de conflicto, y eso va haciendo daño acá y va haciendo daño acá. Y ahí el colectivo y nosotros estamos impulsando algo que se llama el Pacto Ético por un País en Paz. Y creemos que hay una gran diferencia entre la negociación que se está dando en La Habana, bienvenida, que apoyamos totalmente, y la construcción de paz. Y por eso en el Pacto Ético que ustedes encontraron ahí afuera, nosotros decimos hay 15 caminos para lograr la paz. Puede que haya más, pero nosotras hemos discutido 15. Y esos 15 caminos para construir la paz tienen que involucrarnos a todos y a todas. Y por eso ese proceso tiene que ser un proceso que finalmente nos ponga a discutir entre todos y todas. Y este colectivo hace ese ejercicio. Está desafiando la polarización de ese país a que finalmente podamos ser un país donde todas, hombres, mujeres, niñas y todas las personas que están allí puedan convivir en paz. Muchas gracias, Rosa Emilia. Muchas gracias. On voulait avoir un partage avant la pause, mais étant donné l'heure, je pense que j'aimerais juste poser une question, puis après ça, on va prendre la pause. C'est juste de vous demander d'ajouter peut-être un petit commentaire sur comment vous voyez la solidarité internationale dans ce contexte, de tout ce qui était décrit. Brièvement, on peut revenir dans la salle, mais comme votre présentation est
est ici. Puis il y a des liens entre le Québec, la Colombie, le Canada, la Colombie. Comment est-ce que vous voyez, c'est quoi le sens de la solidarité aujourd'hui? Yo primero. Bueno, este es un momento crucial para Colombia. Este es un momento vital para el país. Nosotros realmente creemos que esta es una nueva oportunidad que tenemos para poder cambiar la ruta de nuestro destino. Yo creo seriamente en lo que decía Gabriel García Márquez, pero también un cantante que al menos a mí me cae muy bien, que se llama Carlos Vives. Y es que Colombia es la tierra del olvido y que hemos vivido, como dice García Márquez, 100 años de soledad. Y ya es tiempo de pararlos. Por eso la solidaridad para nosotros significa que nos rodeen, que se conozcan los esfuerzos increíbles que está haciendo la sociedad colombiana para poder salir de este lío tan increíble en el que estamos metidos, que se cuestione seriamente digamos, el desconocimiento y esa idea que solamente los colombianos son narcotráfico, que son delincuencia. No, nosotros somos hijos e hijas de una historia y esa historia hay que cambiarla y nos conviene a nosotros y le conviene al mundo. Y por eso la solidaridad en este momento es poder conocer, poder acompañar, poder entender lo que está pasando a Colombia, poder acompañarnos políticamente, poder acompañarnos financieramente, poder acompañarnos de todas las maneras posibles para que la sociedad civil colombiana pueda seguir siendo esa sociedad civil vibrante que ha logrado sobrevivir durante tanto tiempo a la adversidad. Gracias. En une minute, moi j'ai dit j'ai fait partie du projet d'accompagnement Solidarité Colombie. Donc comment pas moi mais dans le passé c'est une discussion qu'on a eue, on refait avec toutes les accompagnantes et accompagnants qui vont en Colombie. Pour nous la solidarité internationale, il faut la différencier de l'aide internationale, pas seulement dans le sens que l'aide est publique, mais que les organisations sociales en Colombie, elles ne sont pas là à attendre l'aide qu'on leur donne ou les ressources ou la parole ou quoi que ce soit. Elles sont là en train de se battre avec les ressources qu'ils ont et contre l'adversité des pouvoirs et des puissances assez énormes. Donc, la solidarité pour nous, c'est appuyer les processus qu'ils sont en train de faire, témoigner de cette résistance ici et dans la mesure du possible, documenter cette lutte pour leur donner peut-être un souffle qui soit fait raconter ici, susciter l'intérêt. Je ne sais pas, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui pourraient compléter, sinon on peut continuer après notre pause.